Okay, thank you very much. And again, welcome everyone. I'm Excellent, very merci. pleased to Bienvenue à tous et à toutes. panel on COVID-19 and early childhood mental health Bienvenue à ce webinaire sur change and la COVID-19 et la petite enfance et la santé mentale au Canada, favoriser le changement systémique et la résilience. Je suis la docteure Marie Bartram, je suis la directrice des politiques avec la Commission de la santé mentale du Canada, CSMC. Nous travaillons avec un panel fantastique afin de présenter la recherche, bref, de politique, et en discuter aussi et avoir différentes perspectives. Avant de commencer, je voulais tout simplement faire une reconnaissance des territoires et reconnaître que la Commission de la santé mentale du Canada et la Société de pédiatrie du Canada, oui, qui sont partenaires sur ce travail, travaillent ou effectuent ses principales activités sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Les Algonquins ont vécu sur ce territoire en tant que gardiens et défenseurs de la rivière, des Outaouais et de ses affluents. Nous avons le privilège de bénéficier de leur longue tradition d'accueil de nombreuses nations sur cette magnifique terre. Organisons également les territoires traditionnels de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada, où réside notre personnel et nos partenaires et vous tous. Aujourd'hui, pour parler de notre ordre du jour, je vais donner la parole rapidement à Brandon Hay, qui va nous donner un survol des politiques de recherche qui ont informé ce webinaire et inviter ensuite nos deux panélistes, Cassia Johnson et Corinne Bridger, à réfléchir aux résultats de cette recherche et certaines des prochaines étapes sur les applications politiques. Nous allons ensuite conclure avec une période de questions-réponses qui sera modérée avec les ressources que vous voudrez peut-être avoir accès et comment y accéder, oui. C'est ce qu'il y en est pour l'ordre du jour. Je vais juste mentionner que aussi nous allons utiliser le chat pour vous communiquer des liens, des informations pertinentes et aussi nous allons avoir un sondage bientôt, simplement pour avoir une idée de qui nous avons durant le webinaire, d'où vous êtes, et etc. Alors, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à mon collègue Brandon Hay, son expertise étant le moteur derrière nos activités. Merci beaucoup. Je voulais simplement mentionner qu'en fait, on va faire un sondage après avoir passé le bref en revue. Je suis Brandon Hay, je suis analyste des politiques pour la Commission de santé mentale ici. Je travaille avec Mary Bartram et c'est un partenaire à la Société de pédiatrie. Ici, nous regardions la disproportion de COVID-19 sur les populations, quelque chose qui a été soulevé dans les premières semaines et mois de la pandémie. Les populations touchées par des problèmes de santé mentale, la population aussi avec des problèmes de substance en lien avec la COVID-19. Aussi, Dr. Doris Payer nous a aidés. Il y a aussi avec ce projet une collaboration de nombreux experts, Leanne Boyd, Dr. Robert Whitler, la Dr. Daphne Korzak et Dr. Robin Williams aussi. Puis, après ce travail initial, nous avons eu quelques discussions avec l'Agence publique de santé du Canada ainsi que l'Agence l'Agence canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence. Alors,
Clairement, la COVID-19, vous le savez, a eu des impacts sur les familles et les enfants, et les parents, bien sûr. On parle de la nature du confinement, de la mise en quarantaine qui ont engendré de l'isolement social, qui ont perturbé aussi les services, le soutien euh, en termes de santé, dans l'éducation, la perte d'emploi aussi qu'on a vu qui a aussi eu un effet sur les plus vulnérables en termes de niveau socio-économique et surtout aussi les mères monoparentales. On a vu aussi les problèmes de précarité qui ont été exacerbés liés au logement et aussi chez différents groupes, euh, ceux qui consomment de la drogue, l'augmentation de conflits familiaux. Certains sondages ont mentionné qu'il y avait une augmentation de près de 49 dans les premiers jours de la COVID en termes de conflits familiaux et de violence. Alors, avec les changements et les interactions, eh bien, clairement, on peut voir les exemples ici des faits clés durant la pandémie. 40 des parents en Ontario, par exemple, qui rapportent des états de problèmes comportementaux et émotionnels chez leurs enfants. Les taux de dépression qui sont passés de 9 à 42 chez les mères de nourrissons et d'enfants âgés de 18 mois à 8 ans. Les cas globaux au Canada mais clairement, on mentionnait que les parents étaient mal outillés pour le soutien de leurs enfants et aussi le taux de stress par rapport aux défis quant à la standardisation et de l'assurance de qualité dans les premiers chez l'apprentissage des enfants. Aussi, malgré les efforts de prévention, eh bien, il y aurait certainement et il y avait des problèmes avant le COVID aussi. Alors, ici, on mentionne de nombreuses choses, simplement pour mentionner que la nature multiplicative de la pandémie 19, de COVID-19 a créé des stresseurs dans les environnements, des communautés, des maisons qui a créé donc de la violence conjugale, des divorces, des stratégies aussi d'adaptation qui ont imposé des risques de disponibilité émotionnelle de leurs enfants, de leurs parents plutôt, des personnes dans leur environnement, ajouté au stress des enfants aussi. D'autres enjeux aussi que nous avons vus interagir avec la COVID-19, avec les stresseurs, eh bien, comme vous le savez, je suis sûr que vous êtes bien au courant des enjeux en ce qui a trait à la responsabilité et la qualité des services en santé mentale, le manque aussi de professionnels et de ressources quant à l'accès, un accès de qualité aux normes en place. Donc, bref, je pense que ça a été assez détrimental à cette population. Bien sûr, à cause de la pandémie, on a vu aussi sur de nombreux sondages qu'il y avait un consensus à peu près mondial quant à l'inadéquacité, en fait, la formation inappropriée des services, des professionnels quant à l'intégration des services de soins mentaux avec les soins de première ligne ici, afin de diriger les populations. Aussi, il y a eu des opportunités ratées d'éducation, de services de petite enfance par rapport aux limites sur l'accès des ressources pour les enfants ici. Les enfants issus de la pauvreté ou dans des environnements vulnérables et la perturbation continue de l'accès à cette éducation qui a été délétère. Bien sûr, en certains contextes nécessaires à cause de l'incertitude et le contexte de la pandémie, mais aussi qui a représenté
qui a créé des conséquences inattendues pour les enfants grandissant dans ces environnements et pour les parents qui aussi utilisaient ces ressources pour avoir un accès à l'emploi, bien sûr. Les risques ici sont aussi intéressants par rapport à l'importance des premières années. La recherche sur cette espèce de tempête où les mères qui donnaient le boire avec des niveaux de cortisol plus élevés, avec le stress, n'est-ce pas? Avec aussi le développement du système nerveux central, le stress sur les enfants, l'hyperactivité aussi sécrétée par des hormones qui prédisaient plus tard ensuite le statut, basé sur les hormones. Qu'est-ce que cela veut dire pour les adolescents? On sait dans le contexte de ces hormones de stress que cela peut créer des problèmes. L'activation épigénétique aussi des vulnérabilités dans le maltraitement, la maltraitance des enfants. Aussi, comme mentionné, une perte de stratégie d'adaptation aussi sur les ressources financières des populations donc eu tendance à utiliser davantage des stresseurs, en fait des stratégies d'adaptation dans les stresseurs, le cannabis, l'alcool, et amener de façon tragique, des approches punitives de parentage, la maltraitance, des cas aussi où des enfants se présentent à l'urgence euh, pour des cas de maltraitance, justement, à Hamilton, à Ottawa, par exemple. Ensuite, on reconnaît que tous ces stresseurs, bien sûr, n'ont pas été distribués également dans la population. Nous avons vu les parents autochtones, les familles autochtones aussi préoccupées par les impacts de la quarantaine. 41% de plus euh, chez les Autochtones, la perte d'emploi, le chômage pour les mères monoparentales et qu'est-ce que cela veut dire par rapport au stress aussi parental et les précurseurs et les impacts sur le développement de l'enfant et la santé mentale. Quelles sont nos recommandations? Bien sûr, réduire le stress parental, fournir des mesures de soutien ciblées euh, avec les fournisseurs de soins et de services, offrir des soutiens communautaires pour favoriser les liens sociaux pour ceux qui sont qui font face à des niveaux élevés d'isolement social, de consommation de substances. Il y a une importance au niveau scientifique à réduire ces risques pour aussi gérer le traumatisme, se relever, mais aussi réduire les instances potentielles de maltraitance. On parle aussi de soins ou de services de santé mentale, mais aussi par rapport à l'usage de substances pour élargir l'accès pour les populations diverses de parents et d'enfants basées sur les différentes structures des démographies pour avoir, par conséquent, du travail plus segmenté en ce qui a trait au développement de politiques. On peut aussi reconnaître la mise en place des services, qui a été une excellente approche pour répondre à certains des problèmes d'accès, mais aussi dans certains niveaux, on peut voir aussi qu'il y a eu des stresseurs supplémentaires où la confidentialité, la sécurité était difficile, alors qu'on parle d'isolement aussi dans un environnement où on a un problème d'alliance thérapeutique aussi. Aussi comprendre les besoins en matière de santé mentale et de soutien pour les groupes diversifiés de parents, pour la santé mentale aussi, pour les enfants. Donc, on voit le besoin pour le soutien de l'accès au logement et au refuge et reconnaître aussi les différents facteurs par rapport aux stresseurs qu'on a vus, bien sûr, avec la pandémie. Clairement, l'expérience a été différente selon les populations et cela va guider la recherche et la planification des services. Il y a une
intention par rapport au synopsis basé sur le sexe et les marqueurs d'identité aussi qui contribuent aux désavantages et aussi les facteurs de résilience. Thank you very much, Brandon, Merci, for Brandon. review. I hope people found J'espère que helpful and would encourage vous avez people trouvé to ça bien find more instructif. information. A full brief that is N'hésitez pas à available consulter in le the bref provided, qui I'll also reiterate at the end of the a été So, mis dans le chat, justement, et ce bref qu'on discute ici rapidement. Sans plus attendre, c'est un plaisir de vous présenter nos deux présentatrices, un Dr. Cassia Johnson, pédiatre du développement, membre aussi du groupe de travail sur la petite enfance et médecin responsable de la stratégie de lutte contre le racisme de la Société canadienne de pédiatrie. Nous avons aussi avec nous Corinne Bridger, coprésidente, section de Windsor-Essex, de Parents pour la santé mentale des enfants, fondatrice de Mon enfant neurodivergent. Les biographies complètes sont dans le chat, alors n'hésitez pas à les consulter pour plus d'informations. Nous allons maintenant donner la parole à nos deux présentatrices pour un panel. Comment le structurer? Eh bien, nous avons 3 questions. Ensuite, nous allons ouvrir le tout pour une période de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dans la section questions-réponses que vous trouverez au bas de l'écran. On les rassemblera aussi pour pouvoir ouvrir aux questions-réponses à la fin de la session. Quelques commentaires avant de commencer. Depuis, on a publié ce bref. Nous avons vu des améliorations, la réduction des mesures de santé publique, les chiffres d'emploi aussi sont dans une trajectoire positive. Nous voyons le taux d'anxiété et de dépression sont encore élevés, n'ont pas vraiment commencé à redescendre. Alors, le niveau de stress sur les parents continue d'être élevé. J'avais commencé en posant une question avec Dr. Johnson puis à Karine. Pourquoi ce travail est-il important pour vous? Quel rôle jouez-vous dans ce travail? D'abord, merci beaucoup d'être avec nous et de m'avoir invité aussi aujourd'hui. Ce que je vais mentionner est que beaucoup des informations qui sont présentées aujourd'hui pourraient pourraient déclencher des émotions chez vous en ce moment ou plus tard. Alors, n'hésitez pas à penser à justement quel est cet inconfort, à y réfléchir, mais aussi à trouver de l'aide, que ce soit dans la communauté des professionnels. Il y a certains liens qui ont été justement publiés. Et cela revient à pourquoi ce travail est important pour moi. Je suis une pédiatre du développement. Alors, plus qu'un emploi, c'est une vocation parce qu'il y a l'autre partie de moi qui est une mère de 2 petits-enfants. Et pourquoi j'ai commencé? Eh bien, ce travail, mon enfant a vu des changements. Il m'a dit, eh bien, est-ce que tu as défendu ce changement? Est-ce que tu as... Alors, cette question, ma maman est une défenseresse des enfants partout. Alors, dans ma communauté, dans la recherche que l'on fait, eh bien, j'ai participé à différentes choses dans les intersections de ce que je fais en tant que membre de la famille, membre de la communauté. Merci, Dr. Johnson. Corinne, pourquoi est-ce que ce travail est important pour vous? Quel est votre rôle aussi dans ce travail? Oui, je me joins aussi à vous pour vous remercier d'ouvrir cette discussion. Ce travail est très important pour moi parce qu'il a un impact tangible sur ma famille. Nous avons vécu ces conditions. Je suis une mère de 3 enfants neurodivergents et lorsqu'on regarde les statistiques pré-pandémie, et je ne sais pas si on a vraiment des données concrètes, mais un enfant sur 5
a des problèmes de santé mentale. Et cela, ça ne vient pas de nulle part, bien sûr. Clairement, on doit avoir donc des ressources, on doit regarder, on doit s'y attarder dès le début. Comment est-ce que l'on aide les nouvelles mamans, les nouveaux papas? C'est pourquoi c'est important pour moi, ce travail, parce que j'ai réussi à trouver du soutien avec les pairs, avec le PCMH, avec d'autres organisations locales qui donnent de l'aide aux parents par le biais de l'éducation, par le biais de, bon, arriver à combler les lacunes et connecter aussi avec d'autres parents qui comprennent ces conditions pour essayer de bon, se défaire de cet isolement. C'est pourquoi ce travail m'est important et pourquoi je travaille avec des organisations comme PCMH. Merci beaucoup, Corinne. Nous allons passer à notre deuxième question. Merci. Maintenant, plutôt, oui. Et c'est comment et de quelle façon les points marquants, les enjeux formulés et les améliorations recommandées concernent votre travail et ou votre expérience vécue. Oui, en tant que membre du CPMS et du groupe de travail, en fait, et le développement de cette, politique, eh bien, je pense que les enjeux qui sont mis en lumière ici sont ceux que de nombreux d'entre nous vivent en ce moment, que ce soit par le biais de nos expériences vécues, comme Corinne nous le mentionne aujourd'hui, ou de mon côté, mais c'est aussi les enjeux que l'on voit dans les médias. Et alors que on se joint à un espace aussi sur la santé mentale des enfants, je suis sûr qu'on est d'accord que les enfants sont la voix silencieuse dans cette pandémie, qui ont besoin des adultes autour d'eux et d'écouter les adolescents, mais aussi évoquer ces expériences traumatisantes, stressantes, de façon bon, bien sûr qu'ils n'arrivent pas à voter, changer les politiques et tout ça, mais je pense que la recommandation ici évoque mon désir de défendre les enfants et d'être une défenseresse aussi pour le fait que la pandémie, comme Corinne l'a mentionné, a démontré qu'on a des données pré-pandémie sur les enfants, mais aussi les effets sur les populations diverses par rapport à nos fardeaux supplémentaires des populations racialisées. C'est aussi, ça fait partie des enjeux articulés ici et cela évoque l'importance de traiter de ces problèmes. Peut-être que ce sont des enjeux qui affectent plus les populations racialisées, mais aussi tous les Canadiens en général. Merci, Dr. Johnson. Corinne, de votre côté, de quelle façon est-ce que ces enjeux sont articulés? Quelles sont les recommandations aussi évoquées par Brandon? Comment est-ce que tout cela est lié à votre expérience et votre travail? Oui, alors, dans ce bref de politique, eh bien, ce qui est ressorti est le fait de réduire le stress parental. Bien sûr, cela coïncide avec mon expérience aussi. Comment y arriver? Comment réduire, alléger certains de ce stress? Ce n'est pas une nouvelle conversation. Parfois, ça va être assez frustrant parce que bien que, bien que c'était bien utile et bien de voir aussi l'accent qu'on mettait sur la santé mentale, mais pour les parents qui ont des problèmes pour la santé mentale pour les enfants pendant les 10 dernières ou 20 dernières années, c'est comme se dire, bon, ben génial que maintenant, nous commençons à en parler. Par conséquent, comment réduire ce stress parental? Eh bien, on ne peut pas le faire seul. Ça doit faire partie du portrait plus global et parfois, ça peut être un peu désespérant parce que
on a l'air de crier envers les différents systèmes qu'on a besoin, mais ce n'est pas juste un remède, c'est aussi plusieurs éléments. Être informé, par exemple. Être informé sur bon, les soins euh, basés sur le traumatisme ou juste les problèmes comportementaux. Non, je suis bien, c'est bien content de voir que on parle pas juste de problèmes comportementaux, que les enfants avec des problèmes comportementaux, et c'est une des raisons pourquoi les parents lèvent la main et essaient de trouver de l'aide. Oui, on le voit aussi souvent dans nos réseaux de soutien dans les premières années à l'école que on me dit, bon, mon enfant a des problèmes de comportement. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'on peut aider les familles à travers tout cela afin qu'elles obtiennent l'information qui est nécessaire, mais qu'on n'associe pas la honte, que vous êtes des mauvais parents, que ce n'est pas des bons enfants. Non, en fait, il y a une raison sous-jacente et ce n'est pas parce que bon, c'est pas de votre faute, mais il y a des problèmes comportementaux. Bon, bref, peut-être que je suis parti sur une tangente ici, là, mais c'était juste pour répondre. Oui, je vois aussi Dr. Johnson faire oui de la tête. Alors, clairement, tout ça a trouvé un écho, là. Corinne, est-ce que vous vouliez ajouter à tout cela ou? Ah oui, non, non, c'est correct pour le moment. Oui, oui. On pourra y revenir si on a le temps. Oui. Très bien. Tout à fait. J'entends justement le fait qu'il y avait des lacunes quant à notre compréhension, les services pour les enfants, des réseaux de soutien pour les parents, qui sont des ancrages du côté de la santé mentale. Avec la pandémie a, eh bien, a exacerbé, a rendu plus urgent le besoin de répondre à ces iniquités ou ces lacunes aussi. La disproportion dans laquelle c'est, que ce soit sur les communautés racialisées, les, les femmes, les hommes qui l'ont expérimenté de façon différente. Alors, c'est bien. Genre de choses que on le savait avant, mais durant la pandémie, c'est devenu encore plus urgent, clairement, avec le besoin de répondre à certaines des lacunes qui se présentent et du soutien pour les parents. Um, we'll just start in on our third question now. OK. Allons vers notre troisième question maintenant. Et c'est là, on veut vraiment aussi commencer à avoir une conversation sur le et quoi ensuite. Quelles sont les prochaines étapes que vous voyez? Quelles sont les plus essentielles pour que ça se traduise en recommandations, en action aussi? Quelles sont les prochaines étapes, donc, pour les personnes de différentes strates, rôles de la société, que ce soit dans la communauté, dans le système des services de santé mentale, pour la petite enfance, pour les législateurs, pour les chercheurs aussi. N'hésitez pas à adopter l'angle que vous voulez pour les différents auditoires parce que clairement, ce n'est pas simplement un élément de la société. Il faut clairement avoir un effort concerté. Oui, Corinne, j'aimerais revenir justement sur ce terme de diagnostic de problèmes comportementaux. En tant que pédiatre, moi, que je donne des diagnostics, mais pas vraiment, en plus, on décrit tout ça, mais lorsque les enfants se comportent d'une certaine façon, c'est qu'ils essaient de communiquer avec des mots qu'ils n'ont pas. Donc, on essaie dans la recommandation, et le comportement des personnes évoque ce qu'ils ne peuvent pas dire. Je suis en détresse, ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai de la douleur, je sens de l'isolement. Alors, les enfants ont des façons réduites de dire les choses. Ils arrêtent d'écouter, ils donnent des coups, ils rient, ils courent, ils se sauvent. Alors, en tant que pédiatre,
du comportement, je pense qu'on doit se regarder à la santé relationnelle. Parents, enfants, parents, 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 communauté. L'idée de la santé relationnelle est qu'elle atténue le stress et on sait de notre recherche que cela améliore les résultats en termes de comportement. Comment y arriver? Une des recommandations que je sais qui est aussi déconfort, ben, en fait, difficile, mais c'est aller dans la nature, moins d'écran. Je dis, bon, ce soir, mon enfant va jouer Minecraft, mais je vais m'assurer que tout le monde a bon, une tranche de concombre et puis qu'on va au moins prendre une marche en nature. Et ça montre mon signe de privilège. On va pouvoir aller prendre une promenade en voiture, qu'on va pouvoir avoir des légumes frais à distribuer aux enfants, etc. Mais ça, c'est une question de co-régulation avec les enfants, une opportunité enfants et parents de jouer. Ces deux éléments aident à réguler les émotions. Une co-régulation veut dire que lorsqu'on l'apprend, dans les bons moments, on peut l'utiliser dans les moments de stress, dans les moments difficiles. Ça peut commencer avec du moment avec les écrans, mais surtout avec les enfants, les chatouillis sur le divan ou le contact physique, c'est sécuritaire. Lorsque aussi les battements cardiaques se synchronisent, lorsqu'on est en contact, eh bien, on réduit la vitesse des battements cardiaques aussi. Il y a vraiment sur la fréquence des battements cardiaques, sur la respiration. C'est très primal, mais tout cela reste de l'enfance à l'âge adulte. Et on a besoin de se toucher sûr. Lorsque je parle de toucher approprié, toucher sûr, je pense qu'on peut en apprendre davantage, mais c'est vraiment quelque chose que l'on doit mettre l'accent. Cette idée de bâtir une co-régulation. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque je parle aux fournisseurs de services? C'est que c'est un autre terme. J'ai parlé de communication avec le comportement, mais aussi ensuite ne pas rester dans la paralysie par analyse. Le docteur Lee Ford Jones le mentionne. Une recommandation est sur la pensée, l'analyse. Et je comprends que, bon, on va peut-être être paralysé dans juste essayer de voir les chiffres avant d'agir, mais en tant que parent, eh bien, qui est dans la communauté? Qui est-ce que l'on voit venir dans ces programmes et qui est-ce que l'on ne voit pas venir dans nos programmes? On sait qu'il existe des groupes et, bon, peu importe ce que vous voulez, en tant que pédiatre sur la stratégie contre le racisme, eh bien, il y a différentes communautés qui ont une identité sociale et qui ne se sentent pas à l'aise dans les espaces que l'on a créés qui sont thérapeutiques et qui nous permettent de connecter. En tant que fournisseur de services, on va voir qui est-ce qui manque dans nos pièces. Parce que certains de ces groupes ont des systèmes de support qui ne cadrent pas dans les modèles traditionnels de ce que la relation parent-parent, parent-enfant, avec une co-régulation à l'air. Lorsque l'on comprend cette dynamique, on peut ensuite arriver à financer, soutenir ce développement. Disons, pourquoi est-ce que le groupe de parents somaliens autistes grandit? Mais c'est parce qu'il y a des cercles de ces communautés. Dans les communautés africaines aussi plus larges, où on dit on comprend qu'est-ce que ça veut dire pour moi. C'est un exemple personnel ici, mais ça nous ramène à ces idées, je vais le dire encore. Le comportement, c'est la communication. La co-régulation émotionnelle. On doit voir qui est-ce que l'on voit, oui, mais qui est-ce qui manque à l'appel, afin de ne pas être resté dans la paralysie par analyse. Une suggestion bien intéressante ici, Dr. Johnson, sur différents niveaux en termes de trucs pour les parents en ce qui a trait à chercher différentes opportunités. Oui, jouer, jouer, jouer. Opportunité de jeu pour cette proximité sécuritaire aussi et pour les fournisseurs de services, de vraiment regarder vrai pour les jeunes qui ne sont pas là, mais aussi avoir des services qui sont ouverts et voir où justement qui manque à l'appel, qui n'ont pas les services. Pour les législateurs aussi, comment soutenir et fournir des ressources à ces personnes. Ainsi, ce ne sera pas un modèle unique,
mais aussi voir comment est-ce qu'on peut bâtir la résilience des communautés dans différentes modalités, avec différentes communautés. Alors, c'est génial. Corinne, à vous, vous pensez sur ces questions? Dans cette les prochaines étapes pour traduire certaines de ces recherches et ces politiques à différents niveaux ou à un niveau comme vous voulez. Yeah, so one of the, I mean, the policy has tons of great. Oui, cette politique a de nombreuses excellentes recommandations. Really kind of focused on was actually Une qui attire mon attention est la numéro 12, n'est-ce pas? Je vais peut-être juste étendre l'accès aux l'intervention des supports pour les pères, de populations diverses et pour les 0-6 ans. Qu'est-ce que l'on entend ici des familles et que alors que les familles connectent avec le PCMH, eh bien, ils sont plus vieux. En fait, les enfants sont plus vieux parce qu'ils ont traversé différents systèmes. Et ils sont au point où les parents se disent ben, je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est ce que l'école me dit, c'est ce que le psychologue me dit, c'est ce que, bon, ils veulent donner les médicaments pour les enfants. Je ne sais pas c'est pourquoi les médicaments, je ne sais pas que fait le médicament. Alors, on est vraiment à ce point du burn-out, l'épuisement. Et on a essayé plein de choses et rien ne fonctionne. Le nombre de familles qui sont frustrées, qui sont en crise, qui peuvent être en fait évitées si on pouvait juste, comme on mentionne ici, avoir un appui. Et dès le tout début, vous savez, avoir une atmosphère accueillante. On enseigne aux parents comment être parent, en fait, comment jouer, comment connecter. À quoi est-ce que tout cela ressemble? Eh bien, les parents aussi peuvent venir d'environnements non sécuritaires où ils n'ont pas appris ce genre de réflexe. Alors maintenant, vos attitudes parentales, bien, vous allez simplement répéter le cycle. La société a changé énormément dans les 100 dernières années. Nous, on fait pas il n'y a pas des parents dans la communauté, puis c'est pas un parent. Peut-être les grands-parents ne sont pas là pour allévier un peu du trouble. Le cercle est donc plus restreint. C'est difficile d'être parent. Et lorsqu'on a un enfant qui a des problèmes de santé mentale, c'est encore plus difficile. Encore une fois, sans dire qu'on doit enseigner à chaque parent le trouble de stress post-traumatique ou les soins basés sur le traumatisme. Eh bien, ce n'est pas tous les parents qui ont cette capacité. Encore, on demande le privilège que moi, j'ai eu le temps d'apprendre à faire cette recherche. Mais si j'étais une mère monoparentale avec 2 emplois, je n'aurais pas le temps de faire cela. Comment donc croiser ces parents? Comment les rencontrer d'une façon matérielle ou concrète et leur mentionner que nous sommes une communauté qui allons vous aider. Je pense que c'est des éléments les plus importants. On a souvent parlé de cela en isolation, donc en isolement. Comme quoi on ne sert pas la famille en entier, mais plutôt peut-être la personne ou peut-être juste l'enfant, mais ça ne fonctionne pas si on le prend en isolement. C'est une question d'avoir des services pour la famille en entier. Oui, excellent message ici. Je n'ai pas mentionné aussi que je suis une thérapeute familiale. Alors, à la base, alors tout cela est bien cohérent avec mon expérience et aussi en tant que parent et dans ma propre famille. Lorsque l'on pense à l'aide aux parents comme façon d'aider les enfants, bon,
voyez, tout cela est imbriqué. Ça fait partie du même système, des systèmes de la communauté, dans l'importance de voir comment tout cela s'imbrique, oui. Qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques? Lorsqu'on aide des adultes, on voit qui, le lien qui crée avec les enfants. Et lorsqu'on aide les jeunes enfants aussi, on aide la famille en entier. L'importance de fournir un environnement sans jugement, ou voir les parents de là où ils en sont, dans leur situation. Aussi, le plus tôt possible pour les aider. Le plus jeunes sont les enfants, le mieux. Ah, je me demandais ici si on peut avoir un peu plus de temps pour une autre question. Aussi, en ce moment, on a parlé de privilèges. Dans le bref, on parle justement de déterminants structurels, l'accès pour les familles, où il y a peut-être de la violence conjugale ou du soutien aussi par rapport à cette perspective développementale, par rapport aux politiques, développer des politiques qui intègrent ces éléments de soutien pour les parents au sortir de la pandémie. Donc, est-ce que vous avez justement quelques points sur l'importance de ces déterminants structurels de la santé pour l'établissement des politiques? Bon, je pense que la pandémie, clairement, a éclairé des problèmes et devrait au moins nous avoir enseigné que nous sommes interreliés. Mon privilège, c'est d'être interrelié aux désavantages ou aux privilèges d'un autre. Alors, lorsque l'on parle de politique, un autre élément tel que mentionné par Corinne est que nous avons fait un financement en silo. Si vous n'êtes pas dans cette boîte-là ou l'autre boîte, vous tombez entre les cracks. Et Corinne, comme vous l'avez mentionné, dans mon expérience aussi en tant que pédiatre du développement, voir un enfant qui a des problèmes de comportement, peu importe qu'est-ce que l'on prend, comprendre qu'il y a des enjeux de santé relationnelle qui participent, non, c'est peut-être pas le moteur, mais qui participent au tableau de symptômes de l'enfant. Mais ensuite, on regarde les services. Est-ce qu'on finance ce diagnostic ou l'autre? Soit ça, où il y a des tout petits financements par rapport au travail de relations familiales qui demandent donc un financement privé des parents pour soutenir ce genre d'initiative. Personnellement, l'espace des politiques doit commencer à voir que les enfants existent dans des familles qui présentent différentes structures dans ce que l'on considère être la famille. Et cela s'imbrique dans les communautés pendant si longtemps. Nous avons des notions sur ce à quoi ressemble ce genre de choses. Et nous, on a aussi des agences de services qui se concurrencent pour cette section de la communauté, une autre section de la communauté. On ne prend pas les gens là où ils sont, les enfants, que ce soit les centres de l'enfance, les activités communautés, l'école, c'est là où ils vivent, c'est là où ils fonctionnent. Alors, je pense que c'est ce regroupement, comme vous avez mentionné, Corinne, avec le développement. Et il y a du bon dans cette idée des espaces plus larges et d'être ensemble. Et maintenant, on doit commencer à penser à l'argent que l'on doit mettre en dessous. Il n'y a pas une seule définition. Cela va prendre de la réconciliation pour voir aussi les répercussions avec les idées coloniales. Et on a perturbé tout cela. Et maintenant, on doit voir comment on peut le faire de façon différente pour les enfants, comment aussi les parents ne font pas cela parce que elles ne peuvent pas, ils ont les opportunités, les finances, l'éducation, ils ont tous des éléments qui sont regroupés. Le ministère de l'Enfance, les services sociaux et tout cela. En fait, on doit avoir plutôt le ministère des enfants qui deviennent adultes.
qui prend en compte tout cela. Bref, c'est beaucoup de mots pour dire que les politiques doivent être consolidées plutôt qu'en petits pots comme ça. So again, that need for a holistic approach, like joined up government kind of approach. Oui, for- alors, une approche gouvernementale, n'est-ce pas? Oui, Yeah. et complet, pas juste Okay. une lacune, mais toute, qui couvre tout. Bref. Corinne, est-ce que vous avez justement quelques réflexions sur l'importance de renforcer les besoins quant au logement? Yes. Euh, So many thoughts. oui, So, clairement, beaucoup, beaucoup. I'm loving everything I'm hearing, and J'adore tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent. D'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est comme, bon, prêcher à la paroisse, là, parce que je comprends, vous comprenez, on comprend tous et toutes, mais malheureusement, les commentaires que l'on a des familles et que ceux à qui ils parlent ne comprennent pas, eux. Et c'est pas pour dire que c'est pas pour dire qu'on va en éducation, en santé mentale, parce qu'ils ne veulent pas faire de bien. Non, ce sont des personnes qui ont les meilleures intentions, bien éduquées, des personnes compétentes qui veulent répondre aux besoins des familles. Et on arrive à ce point-là où on est un peu lié par nos obligations et au point où le système, un système grand comme le nôtre, est fait pour s'auto-protéger et pour avancer sa propre cause. Ça prendra un certain moment pour dépasser ce point-là. Et tant que les familles ne se joignent pas avec les praticiens, avec tous et toutes pour dire ça fonctionne et que mon travail spécifique est pour remplir les besoins de cette population, pour cet enjeu, eh bien peut-être que l'on doit faire autre chose, devenir une partie intégrante d'autre chose. Et ici, c'est sur l'intérêt du système que l'on doit répondre. Quel est l'intérêt du système? Et c'est là où la politique qui a été produite est intéressante. Les familles ont levé le ton. On a besoin d'autres parties de la population aussi qui disent voici la crise que nous avons sur les bras et on doit appuyer les familles. D'une perspective américaine, le docteur Ross Greene parle du pipeline école-prison. Si on ne répond pas à ces enjeux très tôt en tant que société, les résultats, eh bien, ça ne va pas arrêter après qu'ils franchissent le cap des 6 ans ou des 16 ans. Vraiment, lorsqu'on y pense, d'un point de vue d'économie, l'argent qui pourrait être économisé en soutenant des familles au début est énorme. L'argent que l'on lance sur le thème de la santé mentale, mais encore une fois, dans ces boîtes, dans ces vides, eh bien, c'est juste une goutte d'eau. Oui, j'allais juste ajouter quelque chose justement par rapport à ce que Corinne a mentionné. Je lisais la partie de moi qui était distraite, lisait les questions dans la question-réponse et j'essayais de synthétiser tout cela par rapport à ce que l'on dit. Ce que je lis, c'est une question d'accès différentiel basé sur les facteurs que nous avons mentionnés. Comment résoudre ces problèmes d'accès dans la politique et qu'est-ce que les gens peuvent faire maintenant? Corinne, je pense que moi, toi et moi, ce que l'on dit de mon point de vue, ce que je comprends est que nous devons commencer à reconnaître qui est présent à la table, qui n'est pas présent à cette table. Parce que lorsqu'une agence commence à regarder qui en fait partie, même s'ils sont bien éduqués, même s'ils veulent faire de leur mieux, il y a des biais qui ne leur permettent pas de comprendre les expériences différentes pour quelqu'un qui n'est pas à cette table. Qu'est-ce que les agences peuvent faire? Commencer à penser à qui n'est pas présent, qui n'est pas représenté. Puis, Corinne aussi, vous mentionnez la pipeline d'école-prison. On pense, bon, le score de lecture qui prédit
le potentiel de criminalité, eh bien, on parlait justement, et ça, c'est pas juste aux États-Unis, on peut parler d'Autochtones, mais aussi populations diverses. Qu'est-ce qu'on commence à voir? On encourage les pédiatres à en parler. Avec cette idée de parler aux parents dans ces mots-là, que bon, si votre enfant regarde 9 heures de télévision, c'est pas un problème. Ben oui, en fait, on pourrait améliorer. C'est pas parce que vous êtes un mauvais parent, mais qu'est-ce qui se cache sous tout cela? Pour répondre à ces questions, en fait, c'est une question de décomposer qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi nos billets en tout cela et ce que c'est le fait d'être parent. Parce qu'au bout du compte, nous avons enlevé l'évaluation de capacité parentale parce qu'en fait, on ne sait pas exactement à quoi tout cela peut ressembler. C'est quoi un bon parentage? C'est quoi le bien en tout cela? Alors, bon, bref, pour répondre vaguement à ces questions assez détaillées, pour moi, et Corinne, vous pouvez être d'accord ou non, mais c'est une question de diviser ces éléments pour comprendre ce que les fournisseurs, les agences comprennent. Qu'est-ce que nous, on voit? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qui manque à l'appel? Et comment est-ce qu'on peut se rassembler pour protéger les familles et les enfants? Merci, Mme Johnson. OK, je regarde aussi certaines questions ici. Peut-être qu'on va vous en poser justement avant qu'on arrive à l'heure. Corinne? Si on pouvait continuer à le mentionner ici, une des questions. Comment soutenir la santé mentale pour les 0 à 5 ans? Ou comment comprendre qu'est-ce qu'un enjeu de santé mentale chez les jeunes enfants? Bref, comment conceptualiser la santé mentale dans les premières années? De votre perspective, bon, je sais que Dr. Jensen va pouvoir y répondre aussi d'un point de vue clinique. Maintenant, de votre perspective, Corinne, à quoi ressemble la santé mentale dans les premières années? Qu'est-ce que vous pensez que sont les aspects clés par rapport à ce que l'on célèbre, ce que l'on comprend? Oui. Yeah, so it's hard to define, right? Because we're still C'est not dur à extremely comfortable with the définir idea of parce qu'on n'est pas vraiment parle d'enjeux de santé mentale chez les enfants de 0 à 6 ans. what does that mean? So the way Alors, I tend to think about it and frame it when I'm talking with parents lorsque je parle justement avec d'autres parents, on le conçoit ainsi. Nous avons tous une conception de santé mentale comme bien-être mental. Bien sûr, parfois, un enfant va avoir un seuil de diagnostic qui est atteint, mais maintenant, est-ce qu'on devrait tout de suite y apposer un diagnostic? On peut penser de connexion, de lien, d'attitude parentale plus douce, de passer de punition corporelle à d'autres choses, à les inviter aussi à vraiment comprendre le comportement. Qu'est-ce qu'essaie de me dire, de communiquer mon enfant et de pouvoir répondre aussi. On a parlé de cette co-régulation, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est une question de relation, n'est-ce pas? Beaucoup de parents, bien parfois, on se dit, bon, je suis parent, je sais, j'aimerais savoir comment le faire. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui connaît, qui sait, qu'on a appris, on lui a montré comment être un parent. Il n'y avait aucune honte non plus à demander de l'aide. Lorsqu'on voit son médecin de famille, de dire, bon, j'ai des problèmes avec ça, on a besoin que notre médecin de famille dise, ah, voici certaines ressources dans la communauté qui peuvent vous aider. Surtout si on parle de communautés rurales, de communautés isolées. Nous devons avoir les ressources dans nos propres communautés. C'est bien important. Excellent. Écoutez, on arrive à l'heure très bientôt.
Alors, je vais vous demander s'il y a une dernière chose, s'il y a une question aussi, si vous voulez choisir un élément sur que les agences peuvent adopter pour faire une différence aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Alors, juste rapidement, quel serait un élément que vous aimeriez mettre en lumière avant que l'on conclue? Pour moi, ce serait d'encourager les familles à prendre une, une bouffée d'air frais parce que c'est une question de communication. Regarde qui n'est pas à la table, qui n'est pas représenté, qui on peut attirer aussi parce que la santé mentale des 0 à 5 ans peut prendre différentes formes. Et lorsque cela a un impact sur l'unité familiale, le fonctionnement de l'enfant, ça devient bien sûr un problème. Merci, Dr. Johnson. Corinne, un élément que vous aimeriez, avec lequel vous aimeriez finir. J'aimerais finir en mentionnant aux parents et aux praticiens qui sont vus à chaque jour là, que les parents ont besoin de se faire confiance. Et ils ont besoin d'être en mesure d'avoir confiance que si quelque chose cloche, eh bien qu'ils nous ont une hypothèse qui est correcte. Et s'ils ont besoin d'aide et qu'ils ne l'obtiennent pas à un endroit, malheureusement, on doit devoir se défendre pour sa famille, son enfant et aller ailleurs. Pour les praticiens et pour les législateurs, pour peu importe, ce serait simplement d'écouter, n'est-ce pas? Écouter aux familles, les familles, les parents qui passent nos portes, de comprendre aussi leur perspective, de comprendre comment tout cela se passe et de ne pas avoir aussi ces jugements et ces biais en disant, ben, ce n'est pas ce que je vois dans cette situation, n'est-ce pas? Alors, juste pour faire confiance aux familles et aux enfants qui le savent, qu'est-ce qui se passe dans leur propre corps, dans leur propre famille. La confiance, l'écoute des instruments puissants. Nous n'avons plus de temps. Il me reste simplement quelques informations à vous partager avant de conclure. Et je crois qu'il y a un lien ici sur un sondage, sur un suivi sur ce webinaire, sur l'enregistrement du webinaire. Nous avons aussi certains liens à l'écran pour la Commission de la santé mentale du Canada avec les ressources COVID. Une sur le correctionnel, les communautés éloignées, sur les répercussions de la pandémie sur ceux qui ont des problèmes de santé mentale, qu'on peut retrouver ici, en plus d'astuces, de trucs sur des applications pratiques dans la communauté pour les parents. Nous avons aussi un lien à la Société canadienne de pédiatrie, Parents for Children of Mental Health et Mon enfant neurodivergent. La dernière page, finalement, nous avons le contact de Brendan. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui, votre intérêt sur ce sujet. Et merci à nos panélistes, Dr. Cassie Johnson et Corinne Bridger. Nous apprécions le temps que vous avez pris aujourd'hui. Et si vous avez des questions encore persistantes, n'hésitez pas à envoyer un courriel à Brendan. Merci à tous et à toutes et passez une bonne journée.